À l'heure des infos sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. À la une, massacre à Wharf-Jérémy, de la commune de Cité-Soleil. Près de 200 personnes âgées ont été tuées par le gang de Mikanor. Les victimes étaient accusées d'un point de vue mystique d'être responsables de la maladie dont souffrait le fils du caïd. Scandale de corruption à la BNC, comme prévu. Le conseiller président Louis-Gérald Gilles n'a pas comparu devant le tribunal. Les avocats de l'accusé ont demandé la récusation de l'ensemble des juges du TPI de Port-au-Prince, une affaire qui s'annonce pleine de rebondissements. Également, titre de ce lundi, American Airlines pourrait bien ne pas reprendre ses vols vers Haïti en février 2025 comme initialement prévu. Dans une interview au Miami Herald, un responsable de la compagnie a évoqué la possibilité de reprendre les vols vers Haïti d'ici fin 2025 si la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par cette nouvelle tragique. Près de 200 personnes ont été tuées au cours du week-end dernier à Wharf-Jérémy, un quartier de Cité-Soleil. Le chef de gang Monel Félix, alias Mikanor, aurait provoqué l'exécution de ses victimes âgées, accusées de pratiquer la sorcellerie. Selon des sources, Mikanor aurait consulté un prêtre vaudou qui aurait attribué à ces personnes âgées la responsabilité d'une mystérieuse maladie frappant son fils. En réaction, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a qualifié ce massacre de personnes vulnérables et sans défense d'abject. Il a ajouté que cette violence représente une ligne rouge franchie. En 2024, les croyances mystiques restent profondément ancrées dans les affaires sociales et aussi dans le milieu criminel. Un phénomène qui rappelle tristement la chasse aux pratiquants du vaudou. Il est à noter que massacre similaire a eu lieu en octobre dernier à Pont-Sondé, dans l'Artibonite, où un nombre de victimes proches a également été rapporté. Parlant à présent des opérations de sécurité dans l'Artibonite et à Port-au-Prince, les agents de la police nationale d'Haïti, soutenus par des officiers de la mission multinationale d'appui à la sécurité, ont mené des opérations dans le bastion du gang Grand Griffe à Petite-Rivière de l'Artibonite. Ces opérations ont permis la reprise du commissariat principal de la commune, désormais utilisé comme base par les forces de l'ordre dans le cadre de la mission multinationale. Parallèlement, à Port-au-Prince, plusieurs membres de gangs auraient été tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre à Nazon. Un policier de l'UDMO et un ancien membre des forces armées d'Haïti ont également perdu la vie dans ces affrontements. Autre grand dossier à la une depuis quelques temps déjà, le scandale des 100 millions à la BNC. Le conseiller président Louis-Gérald Gilles ne s'est pas présenté au tribunal, ignorant le mandat de comparution émis par le juge Benjamin Félismé, chargé de l'enquête pour corruption. Son avocat maître Ephésien Joissin a annoncé avoir introduit une demande de dessaisissement auprès de la Cour de cassation, tout en récusant l'ensemble des juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Par ailleurs, les deux autres conseillers impliqués dans cette affaire, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin, sont attendus devant le magistrat instructeur les mardis 10 et mercredi 11 décembre 2024. Cependant, des interrogations persistent quant à leur volonté de se conformer à ces convocations. En cas de non-comparution sans justification valable, les mandats de comparution pourraient être transformés en mandats d'amener, ouvrant ainsi la voie à une possible arrestation des trois conseillers présidents mis en cause. Dans le contexte politique actuel, cette affaire judiciaire pourrait s'étirer dans le temps et connaître de nombreux rebondissements. Jonas Kofi, ancien député, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, est notre invité pour commenter l'actualité. Bonsoir, Madame Batelmi, et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et Radio Télémétropole. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir.
Un dossier retient l'actualité depuis quelque temps déjà. 3 conseillers présidents sont inculpés pour corruption, notamment à la BNC. Vous avez suivi ce dossier. Aujourd'hui, 9 décembre 2024, l'un des conseillers, le président conseiller Louis-Gérald Gilles, devrait être comparu devant le juge instructeur Benjamin Félismé en charge de cette enquête. Il ne s'est pas présenté. Quel est votre regard de cette situation, même si que son avocat, le maître Ephésien Joissin, l'avait déjà dit qu'il ne se présentera pas. Mais quel est votre regard par rapport à cette situation? Des gens qui disent que oui, ils sont président, et alors c'est eux-mêmes qui a contribué à craser institutions étatiques. Parce que le président de la République, attribution li, et une attribution li, c'est veiller à ce que bonne marche institution yo fait et selon les normes prescrites par la loi. Et si nous retrouvons nous journée jeudi en face des conseillers présidents qui impliqués dans un scandale corruption Banque nationale des crédits BNC. Il s'agit de Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles et Emmanuel Vertiller. Jodia yo inculpé. Conseiller ça yo inculpé et inculpation yo découlée de la conclusion du rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption et ULCC. Et dans la mise en mouvement commissaire gouvernement et juridiction de Port-au-Prince via réquisitoire d'informer dans le cabinet d'instruction, eh bien, juge d'instruction, les mêmes, les gagnants, toute prérogative pour le capable tenter genre de conseiller ça. Alors, monsieur Kofi, nous connaissons que, notamment, un avocat Louis-Gérald Gilles, maître Ephésien Joissin, te dit que un élément qui a avancé, c'est que juge Benjamin Félismé pas qu'attendez. Donc, pour eux-mêmes, c'est la haute cour de justice qui pas existé d'ailleurs en absolument, qui qu'attendez. Donc, qui compréhension par rapport avec ça? Les conseillers présidents n'ont ni immunité, ni juridiction, ni privilège des juridictions, parce qu'ils ne sont pas présidents. OK, et le mandat qu'il a réclamé que c'est président, mandat ça lui appartient au conseil, mais pas au conseiller. Parce que toute décision nous prend au niveau du conseil, il prend en collégialité et il prend en majorité vote. N'a pas aucun pays sous la terre côté que ou gagnait l'État à prendre décision, c'est un vote pour y prendre. Nous-mêmes, compréhension par nous, c'est que 3 conseillers ça n'ont pas ni gagné immunité, ni n'ont pas bénéficié privilège de juridiction. Par conséquent, conseiller ça il a exercé seulement une prérogative présidentielle et selon l'accord du 3 avril 2024 qui jusqu'à date n'est pas publié dans le journal Le Moniteur. Le fait que vous avez exercé des prérogatives présidentielles n'est pas fait du conseiller un président de la République. Donc, selon même tout conseiller Sayo, monsieur Kofi, selon même tout conseiller Sayo, il est passible, il est capable de passer devant le juge Benjamin Félismé. Et si que pas présenté, même Jean en pile juriste notamment t'es soulevé ça, est-ce que le juge Lankounia a fait de l'autre poursuite, notamment mettez un mandat d'amener derrière conseiller Sayo, est-ce que son scénario qui est possible? Le refus capable de se présenter par devant
le juge d'instruction, ça capable d'entraîner des conséquences. Parce que le juge, à n'importe quel moment, il est capable de lancer des mandats d'amener ou des mandats d'arrêt contre conseiller ça. Parce que dossier ça, qui contient de graves accusations, dont demande de dépôt de 20 de 100 millions de gouttes et l'utilisation de cartes de crédit plus de 20 000 dollars américains, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est un crime. Les crimes de corruption, ils sont prescrits selon procédure qui est tracée par la loi du 12 mars 2014 qui portait prévention et répression de la corruption. Pour nous autres, nous dit, conseiller ça, yo passible pas devant tribunaux de droit commun et yo pas bénéficier également privilèges de juridiction que y a pas Léa et le journée aujourd'hui. Dernière question pour nous capables de finir, M. Jonas Kofi, où c'est ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, où c'est également membre du parti RED. Qui genre pour nous capables de sortir, qui genre capables de trouver une sortie de crise politique, puisque ce sont crises politiques que c'est ça constitué, pour que justement les grands chantiers de la transition capables de continuer comme ça doit? Écoutez, selon, nous capable de dire, disposition de l'article 2 et du décret du 12 avril 2024, qui était créé Conseil présidentiel transition, eh bien, inculper ça, yo pas capable de rester et comme membre conseil là encore. Parce que l'article 2 il stipule, outre les conditions qui prescrivent par article 135 de la Constitution, nul ne peut faire partie du Conseil présidentiel de transition s'il fait actuellement l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale. Eh bien, je ne dis pas, le comportement CPTA n'est pas inspiré confiance encore tant aux acteurs politiques qu'à la population haïtienne. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous sommes capables de réclamer retour dans le texte fondateur et transition dans le cadre d'une nouvelle gouvernance. Parce que les partis prenantes et d'autres secteurs représentatifs dans la société doivent mobiliser avec force vive pour que nous gardions comment nous sommes capables de sortir dans la situation nous vivons journée aujourd'hui et pour nous retirer nous dans cette transition qui n'en finit pas. Il nous faut donc sortir de cette crise. Merci infiniment à vous, M. Jonas Kofi, d'avoir répondu aux questions de Metro News. C'est à moi qui vous remercie. Voilà donc les propos de l'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, également secrétaire général du Parti haïtien pour Haïti et membre dirigeant du RED. Il était l'invité de Metro News pour commenter l'actualité politique. Merci de votre fidélité à Metro News. L'unité de lutte contre la corruption a commémoré la journée internationale de lutte contre la corruption ce lundi 9 décembre sous le thème « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain ». Lors de la cérémonie, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a appelé à la révolte contre la corruption, soulignant que ce thème incarne les valeurs que le Conseil s'efforce de promouvoir. De son côté, le directeur général de l'ULCC, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, a comparé chaque centime volé ou contrôle contourné à une balle perdue, entravant ainsi le destin des citoyens haïtiens. Il a affirmé que l'institution qu'il dirige se mobilise activement contre tous les détournements de fonds publics
qui freinent notamment le développement économique du pays. C'est un reportage de Garbijan. L'opération s'est déroulée dans une ambiance solennelle, rassemblant tous les officiels de l'État, y compris le président du Conseil présidentiel de transition, des ambassadeurs, des responsables d'organisations de défense des droits humains et surtout des jeunes pour faire écho au thème choisi cette année par les Nations Unies, s'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain. Ce thème place la jeunesse au centre des débats, l'incitant à proposer des solutions pour lutter contre la corruption. Dans son discours, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a exhorté les citoyens à se révolter contre la corruption, à la dénoncer et à exiger des comptes lorsqu'elle mine leur confiance dans les dirigeants. Frère Maxime, je dis à nous tout à vu conséquences phénomène de corruption, qui a taillé dans toute la coin de l'administration publique. Nous ne pouvons pas retirer à plein seulement. Nous devons lever camper, montrer nous indignés et prendre action pour chercher solution contre malaise qui a détruit le pays. Parce que si nous ne faisons pas rien, c'est nous tous qui avons payé le prix. Les conséquences sur la vie, nous toujours, petit mur à petit mur demain. Nous tous concernés, nous avons besoin de participation au gouvernement, secteur privé, médias, à toute organisation de société civile. Maintenant, avec la population, pour corruption cabale dans le pays. Cet événement marque le lancement officiel de plusieurs initiatives, notamment un bilan des efforts déployés par l'ULCC pour combattre la corruption durant l'année 2024. Hans-Jacques Ludig-Joseph, directeur général de l'ULCC, assimile la corruption à une balle perdue qui assassine les rêves des Haïtiens. Il propose entre autres l'intégrité comme un antidote, précisant que l'institution qu'il dirige est mobilisée contre les dilapidateurs de fonds publics qui retardent le développement économique du pays. Il est temps de comprendre que chaque centime volé ou détourné, chaque contrôle esquivé par un fonctionnaire corrompu, chaque atteinte à la probité peut être assimilé à une balle perdue qui nous prive de ce jeune médecin à parcours, de simple citoyen à Nazon, de cette jeune dame à Bourdon, laissant derrière elle le petit être à bas âge, des enfants et des adolescents inoffensifs, vulnérables et sans défense un peu partout à travers le pays. Ce sont, je l'affirme avec autorité, les balles perdues de la corruption qui nous assassine, qui assassine nos fils et nos filles à travers le pays. La célébration a également été marquée par la signature d'un protocole d'accord dénommé Task Force interinstitutionnelle anticorruption, constituée des 5 institutions de contrôle de l'État, une nouvelle structure présentée comme un tournant dans la lutte contre la corruption en Haïti. La directrice de l'inspection générale des finances, Mme Goetti Varnel-Morancy, explique son fonctionnement. Nous concrétisons aujourd'hui. Nous ne disons pas justement si on veut aller vite, on peut aller seul, mais si on veut aller loin, on doit partir accompagné. Fort heureusement, cette relance initiée entre juin et juillet 2022 et l'idée puis la soutenance ont trouvé écho au cœur de l'ULCC, de la CNMP, de l'UCREF, de la PNH, notamment à travers le Bureau des affaires financières et économiques, qui ont décidé sans hésitation d'emboîter le pas. Depuis, ensemble, nous avons bouclé plusieurs étapes en vue de nous rapprocher de la vision qui guide la task force interinstitutionnelle anticorruption, à savoir renforcer la collaboration et la mutualisation des ressources en vue de constituer une force de frappe susceptible de créer un électrochoc sanitaire dans les structures publiques et mettre en place des actions structurantes afin de pérenniser cette approche. Cette journée a été marquée par le lancement du concours « L'art contre la corruption, favoriser le changement par l'expression créative », la présentation de nouveaux outils dont la guide anticorruption pour les jeunes en Haïti, la 4e édition de la revue Transparence, autant d'outils mis en œuvre par l'ULCC dans le cadre de ses actions à côté de ses enquêtes. La journée a été clôturée par la présentation d'un centre d'appel de l'ULCC pour la réception des plaintes et des dénonciations. Autre
Autre information, le candidat désigné par une frange du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire, dont la nomination avait suscité des divergences, Maître Gédéon Jean, a enfin rompu son silence pour dénoncer la décision du Conseil de le remplacer par la syndicaliste Magali Georges. Selon Maître Gédéon Jean, cette décision du CPT compromet le processus électoral et envoie un signal inquiétant pour la tenue des élections et du référendum à venir. Rappelant que le pays est dirigé par un gouvernement d'exception, il a également souligné que le non-respect du choix du secteur des droits humains s'apparente à une atteinte à la démocratie haïtienne. Les propos de Maître Gédéon Jean lors d'un point de presse ce lundi 9 décembre. Secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Côté que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Ils ont participé. Dans l'élection, ça, qui c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, Gédéon Jean, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, j'ai gagné 2 voix. Et l'élection, ça m'a rappelé, nous, elle était faite sous base 3 documents spécifiques. Élection, les faite, et que résultat de l'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement, ils ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur des droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur des droits humains, moi, je dis si ça est vrai, si c'est vrai, bon précédent malheureux qui créé et là qui va hypothéquer tout le processus. Si le Conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêté, c'est vrai. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition lui déjà soulevé de grandes préoccupations. C'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, on a tout dit que ça peut le passer. Les organisations de droits humains qui ont exercé droit démocratique, si ils acceptent un bagage comme ça, bon, pas qu'ils n'ont pas accepté le tout, c'est dit que vous ne pouvez pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pouvez pas accepter ça, parce qu'en matière de démocratie, vous devez gagner possibilité pour revendiquer le droit, est-ce que le droit est violé. Vers la réouverture des centres de MSF à Port-au-Prince, bien qu'aucun communiqué officiel n'ait encore été publié, une source interne a confirmé que Médecins sans frontières prévoit la reprise de ces activités humanitaires à partir du 11 décembre dans plusieurs centres. Cette décision intervient alors que les besoins humanitaires continuent de croître dans des régions affectées par les affrontements entre gangs et policiers. MSF a dû suspendre ses opérations à raison des conditions de sécurité, notamment à la suite d'un incident avec des agents de la PNH le 11 novembre dernier. Une situation que le Conseil a regrettée dans une note, tout en annonçant qu'une enquête allait être diligentée par les autorités policières en vue de faire la lumière sur ce dossier. Intéressons-nous à présent aux cartes d'identification nationale, notamment dans ce contexte. Au moins 3000 demandes, dont 60% proviennent des villes de province, ont déjà été adressées à l'Office national d'identification dans le cadre du lancement de la plateforme de doléances de l'ONI numérique, selon le directeur général de l'institution Reynold Gabriel. Cette nouvelle étape franchie dans la délivrance des cartes permettra d'offrir un service public plus efficace. Les demandes ne passeront pas plus de 7 jours sans recevoir une réponse précise. Une garantie donnée par le DG Gabriel. L'ONI est déterminée à rendre ses services plus accessibles,
que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Les services de l'Office national d'identification sont désormais numériques. L'annonce a été faite par le directeur de communication il y a de cela quelques semaines. Cette nouvelle étape permettra de résoudre certains problèmes en faveur des usagers, selon le directeur général de l'institution, Reynold Guerrier. C'est en réponse technologique, bien entendu, que nous baillons à un petit plein qui vient de yo, à monde qui pas jouer une carte, monde qui fait carte yo pas qui côté pour aller chercher, ou bien carte qui perdu, carte qui abîmé, etc. Donc nous remarquons que doléance à chaque fois que mon est obligé à chercher au monde que le connaît dans ONI pour la PCI, faut le bon monde pas, etc. faut le bon parrain. Nous dit dans devoir nous pour nous servir citoyens yo, et bien faut chaque citoyen capable leur condoléances qui postent et puis nous-mêmes ONI nous baillons en réponse. Cette plateforme numérique va permettre à ceux des villes de province de retirer leurs cartes plus facilement. Près de 3000 doléances qui viennent poster sur le système parce que nous avons essayé de tester l'avant et 60% sans province sont sortis. Donc réponse nous avons essayé là, nous comprenons parce que nous voyons que les provinciaux ont pile doléances et ces plateformes ça qui ont chance pour être capable de faire arriver dans l'ONI et puis nous-mêmes pour nous donner réponse, faire nous connaître qui côté avec une carte et si c'est carte pour nous imprimer et que pour ça fait comme ça. Toutefois, l'obtention de la carte perdue requiert un effort de la part du consommateur. La demande peut se faire à n'importe quelle heure. Nous faisons une plateforme qui est assez interactive. Il faut que nous ayons un numéro de téléphone ou bien email ou bien les deux. Le poster doléance, ça permet que nous-mêmes nous entrer en contact avec nous. Si on a un papier supplémentaire pour le bail, par exemple, s'il y a une photo, carte, il doit poster, pas poster, ou encore une déclaration police. Donc il faut qu'il fasse tout ça pour que nous-mêmes nous réduire le temps de réponse le plus possible. L'ONI fait de tout son possible pour rendre plus accessibles ces services. Cette plateforme numérique est un avancement majeur dans la livraison des cartes et nécessite aussi un personnel à la fois disposé et disponible pour répondre aux urgences des membres de la population. Pour refermer cette page, American Airlines prévoit de reprendre ses vols entre Miami et Port-au-Prince d'ici la fin de l'année 2025. Après avoir annoncé la reprise éventuelle de son unique vol quotidien dès février, cette décision prise en raison de l'insécurité croissante et d'une demande en baisse illustre les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes dans un contexte instable. En novembre, un avion de Spirit Airlines avait été touché par des tirs à l'approche de l'aéroport international Toussaint-Louverture, ce qui avait conduit la FAA à interdire temporairement les vols américains vers Haïti. Présente en Haïti depuis plus de 50 ans, American Airlines continuera de suivre l'évolution de la situation et de rembourser les passagers affectés. Cette suspension aggrave l'isolement du pays, où la violence des gangs et la dégradation des infrastructures rendent les déplacements de plus en plus difficiles. À l'heure actuelle, Sunrise Airways, une compagnie locale, est le seul opérateur assurant un lien direct avec les États-Unis. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Massacre à Roarth-Jérémie, dans la commune de Cité-Soleil. Près de 200 personnes âgées ont été tuées par le gang de Micanor. Les victimes étaient accusées, d'un point de vue mystique, d'être responsables de la maladie dont souffrait le fils du caïd. Scandale de corruption à la BNC. Comme prévu, le conseiller président Louis-Gérald Gilles n'a pas comparu devant le tribunal. Les avocats de l'accusé ont demandé la récusation de l'ensemble des juges du TPI de Port-au-Prince, une affaire qui s'annonce pleine de rebondissements. Et puis American Airlines pourrait bien ne pas reprendre ses vols vers Haïti en février 2025, comme initialement prévu. Dans une interview, Miami Herald, un responsable de la compagnie, a évoqué la possibilité de reprendre les vols vers Haïti d'ici fin 2025 si la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Merci infiniment à chacun de vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Entre-temps,
Restez sur Métropole. Bonsoir.